Aujourd'hui dans Mythbusters, On me laisse conduire ça? Adam et Jamie foncent sur les mythes autour des radars fixes. 198 km/h. Génial! Ils repoussent toutes les limites pour savoir si on peut déjouer les radars et éviter de se prendre une amende. Et hop, une amende! On dégage. Pendant ce temps, Tori, Carrie et Grant tentent de savoir si les défibrillateurs peuvent vraiment faire exploser les patchs à usage médical. Des explosifs et de l'électricité? C'est un spectacle électrique. La tension monte et les objets explosent. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Mon deuxième prénom, c'est Danger. et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Tori Bellucci, Tu vas me manquer. Carrie Byron N'essayez pas ça chez vous. et Grant Imahara. Je vais aussi vite que je peux. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On a pas mal de nouveaux mythes autour de la vitesse à tester. Quoi, par exemple? Bonne question, Jamie. De nos jours, les autorités utilisent des radars fixes pour arrêter les contrevenants. Mais ces machines arrivent-elles à distinguer toutes les infractions? Est-il possible de les leurrer? Des téléspectateurs fondus de vitesse ont proposé 3 méthodes mythiques pour éviter de se faire prendre. Selon le premier mythe, on peut berner un radar en allant si vite qu'il n'a pas le temps de te prendre en photo. C'est pas difficile à faire. On prend un radar, une bagnole, et on met la gomme. Ouais, à fond. Premier mythe envoyé par les téléspectateurs. Pour leurrer un radar, il faut aller suffisamment vite pour qu'il ne vous voie pas. C'est l'occasion idéale pour tester un bolide pas piqué des hannetons. Avant d'aller à toute berzingue, Adam voudrait tester ce mythe dans cette voiture-ci. Si cette théorie se vérifie, elle est valable pour une voiture de base. Vous tremblez à l'idée qu'ils aillent vite avec une voiture ordinaire? Voilà 2 ceintures de course, 5 points. Vous n'êtes pas les seuls. Comme on doit atteindre de grandes vitesses, la compagnie d'assurance tient à ce qu'on respecte certaines mesures de sécurité. C'est ce que je vais faire. Jamie fait de même. Quoique... En quoi rend-il la voiture plus fiable en perçant un trou dans le pare-choc arrière? Difficile à savoir. Quand j'aurai remis le pare-choc, on ne verra pas la différence. Enfin, sauf en cas d'accident, mais moi je ne dis rien. Si cette voiture va aussi vite que dans l'imagination de Adam, Passe combustion. elle franchira le mur du son et humiliera tous les radars. Je vais sortir. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Sus au radar. Les radars fixes fonctionnent comme des sonars. Ils envoient des ondes. Le temps que met une onde pour revenir au senseur permet de déterminer la vitesse du véhicule. S'il dépasse la vitesse autorisée, un signal se déclenche et une photo est prise. Selon le premier mythe, si l'on va plus vite que les ondes, on n'est pas détecté par le radar. Le seul endroit où l'on puisse faire ce genre d'expérience, c'est sur notre bout de piste préféré, sur la base navale d'Alameda. C'est une route plate de 3 km de long et c'est parfait pour ce qu'on veut faire. 2 hommes, 3 km de bitume, un mythe, une voiture et des limitations de vitesse aux oubliettes. Encore une belle journée en perspective pour les Mythbusters. Mais il y a une ombre au tableau. Voilà que se profile l'ennemi des chauffards, un radar fixe et son concepteur. Bonjour Adam. Enchanté. Cela fait 20 ans que les radars d'Adam Touton mènent la vie dure au fou du volant. C'est donc un radar branché à un appareil photo, une unité de stockage et un processeur. C'est ça. C'est bête comme chou. On vise la simplicité. En tout, combien d'amendes sont dues à ces machines? Plusieurs millions. D'accord, ce radar a des millions d'amendes à son actif, mais peut-être qu'en allant à fond, Jamie réussira à ne pas se faire repérer.
À quelle vitesse ça roule, une voiture ordinaire? Ça ressemble à un pistolet laser, mais c'est un pistolet radar. Si jamais le radar loupe la voiture, Adam connaîtra sa vitesse grâce à cet instrument. Je me sens comme un torero. Allez, 65, 70, 80, 95, 95 km/h. En prenant un départ arrêté, une voiture moyenne a une vitesse plutôt moyenne. Cela devrait être mieux sur une plus longue distance. Enfin, si le pilote a l'étoffe d'un Fangio. Comme d'habitude, le plus gros souci n'est pas de réussir une cascade précise, mais de résoudre les problèmes d'assurance. Et je vais devoir être accompagné par un expert en sécurité et on va porter une combinaison inifugée, un casque, tout le tintouin. Au cas où on crève un pneu et qu'on crame après avoir fait un tonneau, quoi. Quel optimiste ce Jamie! D'après mon intuition, et sans avoir jamais essayé, je pense que Jamie peut pousser cette voiture jusqu'à 160 km/h. Je pense pas que ce soit suffisant pour échapper au radar fixe, mais j'aimerais bien le savoir. On met la gomme. Jamie appuie sur le champignon pendant que Adam essaie de le suivre depuis la voiture de sécurité. Le pilote à la moustache fait vite mordre la poussière à Adam. A-t-il également pris le dessus sur le radar? Tu l'as chopé? Ouais, Il allait à combien? 160. 160 km/h? Ouais. Pas mal. Et t'as sa plaque en plus. Voyons comment Jamie va plaider sa cause. Alors, j'ai une amende? T'as une belle amende, truand. Pris la main dans le sac. Tout est sur l'écran. Jamie s'est bel et bien fait prendre. On ne peut pas seulement se baser sur ce test. Il faut plus de jus, une autre bagnole. Digne de ce nom. Les patchs médicaux à la nitroglycérine peuvent-ils vraiment exploser? J'ai ici un mythe qui va vous secouer. C'est à propos des défibrillateurs. C'est comme dans les séries médicales quand ils crient « On dégage !» Oui, mais ce n'est qu'un aspect. Ça porte aussi sur le patch de nitroglycérine. La nitroglycérine, c'est un explosif. Pour les cardiaques, non? Oui. Selon le mythe, si je porte un patch de nitroglycérine et qu'on me défibrille, le patch explose. L'électricité et les explosifs ne font pas bon ménage. Cependant, comme la nitroglycérine est un puissant médicament en plus d'être un puissant explosif, ils peuvent se retrouver tout près l'un de l'autre. Placés sur la poitrine, les patchs de nitroglycérine dilatent les artères, favorisent la circulation sanguine et soulagent les douleurs cardiaques. Mais ces patchs peuvent-ils exploser à cause de l'électricité contenue dans un défibrillateur? Sur cet appareil figure une note conseillant d'enlever ce genre de patch avant d'envoyer une décharge. Que se passe-t-il si on désobéit? La première étape pour tester ce mythe est d'obtenir un défibrillateur, ce qui pose déjà problème. Attendez un peu, qui va nous prêter un défibrillateur? On casse tout ce qu'on touche. On n'a qu'à en emprunter un et s'en inspirer pour fabriquer le nôtre. On, c'est toi. Oui. Ce n'est pas très difficile de bricoler un défibrillateur. Il suffit d'un diplôme en électronique et d'un rapport prudent avec la tension électrique. Ça risque d'être l'objet le plus dangereux que j'ai jamais construit. Le défibrillateur de Grant sera alimenté sur le courant alternatif et montera à plus de 4000 volts. Cette forte tension sera ensuite emmagasinée dans un condensateur. Ainsi, quand il sera activé, il pourra propulser une charge dans la poitrine du patient. Si ce machin fonctionne, il est capable de tuer quelqu'un. On refait le laboratoire de Frankenstein. Tandis que Grant se débat avec les diodes, Tori et Carrie s'occupent de sécuriser la salle d'opération électrique. Tout ira bien. La pièce est prête. Grant a préparé 2 palettes de défibrillation qui sortent de l'ordinaire. Mate ça. On dégage. C'est quoi ces dents de scie?
C'est flippant. C'est vrai que les palettes normales n'ont pas ça. Mais ce sont des palettes maison, faites avec les moyens du bord. Quand le défibrillateur de Grant sera en état de marche, il faudra s'en servir sur des patchs de nitroglycérine placés sur un torse artificiel, composé avec le matériau préféré des Mythbusters, le gel balistique. C'était du gâteau. Mais avant tout, nos amis doivent s'assurer que le bidule de Grant fonctionne bien. En théorie, il devrait produire un choc électrique plus puissant qu'un troisième rail sur une voie ferrée. Prêt? C'est assez puissant pour tuer quelqu'un. 3, 2, 1. C'était super. Bravo. Je pense que c'est bon. On pose ça sur sa poitrine? Le défibrillateur de Grant fait des étincelles. Amenez-moi le corps. Pour que les tests suivants soient valables, sa machine doit avoir les mêmes caractéristiques qu'un vrai défibrillateur utilisé dans les salles d'opération du monde entier. On place les palettes? Ouais. Pour le savoir, les Mythbusters insèrent 2 palettes en cuivre dans la poitrine du mannequin et les relient à un oscilloscope par des câbles. Cela permettra de déterminer avec précision la quantité d'électricité qui sort d'un vrai défibrillateur. Prêt? Prêt? C'est bon. Ça allait? Oui, on peut y aller. Génial. L'oscilloscope signale qu'il y a eu un pic à 4 millivolts et que ça a duré 2 microsecondes. Je peux gagner un concours d'inventeur, tu crois? Facile. Maintenant qu'ils savent quel résultat atteindre, ils fixent les palettes de Grant au torse pour voir si ce défibrillateur maison peut obtenir le même résultat. Ça n'a pas l'air assez risqué. On ne pourrait pas mettre les pieds dans l'eau ou activer le système anti-incendie? Mets tes lunettes, c'est rigolo. J'espère que ce n'est pas le moment où tout bascule. On devrait filmer Carrie plutôt. Souvenez-vous, 1000 volts. ils ont construit leur propre défibrillateur pour ne pas casser le vrai. 2500. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun risque? La famille et les amis de Carrie feraient mieux de détourner le regard. Tu es à 4000. Touche l'interrupteur et arrête le courant. Carrie, tu es prête? Tout le monde dégage. 3, 2, 1. Elle est vivante? Elle a survécu. Super. Je me suis presque inquiété. Si ma mère tombe là-dessus, elle va se dire « Oh non, pas encore !» On a fait le premier test avec le défibrillateur maison de Grant. Et j'avoue que je n'étais pas très rassurée. Ça fait très Frankenstein. D'après les lois de la physique, je ne risque pas d'être électrocutée si je touche du bois et que je suis sur du caoutchouc. Malgré tout, mon cœur battait la chamade. Au cas où. Ce qui est bien, c'est qu'on a la preuve que ça envoie une décharge électrique dans le mannequin en gel balistique. C'est super. Comment va ton cœur? Il sprint toujours? Il va à 200 à l'heure. Le défibrillateur de Grant a prouvé qu'il était aussi efficace qu'un appareil sorti de l'usine. Voilà le défibrillateur maison. Avant de tenter de faire exploser des patchs de nitroglycérine, il faut tester un mini-mythe concernant les défibrillateurs. On dégage. On voit ça dans toutes les séries hospitalières. Si on touche un patient subissant un choc électrique, on risque de mourir. Faut-il donc vraiment dégager? Voilà comment on va faire. Le patient est sur la table, il se prend un choc électrique par le défibrillateur et il est relié à un observateur par le poignet. Cela conduit ensuite à 2 palettes placées sur le trajet le plus conducteur. Ces palettes sont branchées sur l'oscilloscope numérique, qui nous renseignera donc sur le courant électrique qui passe dans le cœur. Quelqu'un peut se retrouver électrocuté dans l'histoire. Pas l'un de nous, j'espère. Prêt? 4000 volts. J'actionne dans 3, 2, 1. On dégage? Très impressionnant. Hé, ça a bougé. Toujours pas impressionné? C'est comme la fois où on l'a électrocuté directement. Ouais. Ça peut faire un arrêt cardiaque? Il faut 6 milliampères pour tuer quelqu'un. Il y a un pic à 13 milliampères là.
Il aurait pu en mourir. Et les palettes étaient fixées sur son pote. C'est impressionnant. Ça confirme qu'il faut dégager. C'est pour ça qu'on le dit. Ceux qui ne dégagent pas auront des gages. Ce mini-mythe est confirmé. Maintenant, on passe aux explosifs. Le bras de la justice attrape toujours ceux qui vont trop vite. D'abord, il y a eu les voitures de police, puis de simples radars, et maintenant, des radars fixes de plus en plus perfectionnés. Adam et Jamie tentent de leur échapper en allant vite. Mais il leur faut une voiture plus rapide pour continuer à tester ce mythe. En attendant, ça leur laisse suffisamment de temps pour tester le deuxième mythe envoyé par les téléspectateurs. Nous allons passer à une série de produits qu'on appelle des cache-plaques. Ce sont des choses que l'on pose sur sa plaque d'immatriculation pour la dissimuler seulement quand elle est prise en photo. Comme ça, on ne sait pas à qui envoyer l'amende. On passe simplement devant le radar avec ça sur sa plaque. Attends, pas si vite. Je vais d'abord faire quelques tests en laboratoire. Je vais faire des essais avec mon numérique et mon flash pour voir ce que ça donne. Adam a 5 cache-plaques différents dans le collimateur, censés empêcher les paparazzis de la police de retrouver les délinquants. Je commence par ce truc, qui a des microcristaux pour refléter le flash de l'appareil photo. Regardez bien. Là, vous me voyez, là j'ai disparu. Où suis-je? Ah, me voilà. Je prends la plaque brillante avec le flash. Je n'ai aucun problème à lire ça. C'est marrant, mais en même temps c'est très irritant. C'est ridicule. Dans ce cas, tout ce qui brille n'est pas or. Passons au cache-plaque numéro 2. Ils se sont pas foulés pour fabriquer ce machin. C'est comme les grosses loupes qu'on peut acheter dans les musées. Et c'est carrément fixé avec du scotch à ce cache-plaque. Je vois ce que ça fait. Je veux bien être pendu si jamais c'est autorisé quelque part. Je suis un peu de côté, mais ça brouille plusieurs lettres sur la plaque. C'est indéniable. De toute façon, la police cherche votre numéro de plaque à partir de ce qu'ils peuvent voir. Donc on se fait choper quand même. À la place des flics, je serais tellement énervé que j'aurais très envie de trouver le contrevenant. Ne te retiens pas, Adam. Dis-nous le fond de ta pensée. Les autres cache-plaques sont tout aussi décevants. Il y a le film plastique de cuisine. C'est pas du tout caché. Une bombe à aérosol spéciale. C'est parfaitement lisible. Et de la laque ordinaire. C'est très net. Adam rejette sévèrement tous ces gadgets. Ce ne sont pas les conditions réelles. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais c'est bien mal parti. Pour en avoir le cœur net, les Mythbusters ont utilisé les cache-plaques dans des conditions réelles. On commence par le cache-plaque brillant. Préparez-vous au décollage, monsieur Heinemann. Il y a d'abord la phase de précombustion. Puis, il doit actionner le moteur Phoenix, ouvrir le tube d'alimentation, appuyer sur l'accélérateur et ouvrir les propulseurs. Sans oublier d'activer la post-combustion. Voiture de police 1. Technique de dissimulation par brillance 0. Ensuite, la méthode de dissimulation lenticulaire. Ce bidule lenticulaire a pas mal camouflé la plaque d'immatriculation. Mais je ne pense pas qu'il bernera le radar. Et hop, une amende. On passe à la suite. C'est l'heure du maquillage pour Adam Savage. La laque Mythbuster est très importante pour mon apparence sur le plateau comme à l'écran. Ça embellit peut-être Adam, mais ça n'impressionne pas le radar, tout comme la bombe à aérosol. C'est lassant. Cache-plaque 0, radar 4. Ça fait 5 avec le film plastique. C'est très net. Très net. Le film plastique est bidon. Aucun cache-plaque n'a fonctionné.
Ça fait 0 pour eux et 5 pour les radars. Même si ces gadgets ne trompent pas les radars, on peut au moins reconnaître un talent caché à l'un d'entre eux. J'étais comme ça, et ce cache-plaque a fait office de loupe. Ça a brûlé mon t-shirt puis ma peau. C'était très douloureux. Ça peut donc vous brûler même si ça ne protège pas des amendes. Les cache-plaques sont bel et bien déclarés bidons. Il y a de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Déjà, l'électricité en elle-même peut vous faire courir un risque mortel, mais si l'on rajoute les explosifs par-dessus, cela augmente d'autant le danger. C'est précisément ce que nos casse-cous de Mythbusters sont en train de faire. 2, 1. On trouve de la nitroglycérine dans la dynamite, mais également dans les traitements pour patients cardiaques. D'après ce mythe, si on envoie un choc électrique sur un patch avec un défibrillateur, le patch explose. Si l'on met des explosifs, de l'électricité et des Mythbusters dans une équation, il vaut mieux déplacer cette expérience dans le bunker bien protégé contre les explosions. On va enfin s'attaquer au test du patch à la nitroglycérine, en commençant par les modèles modernes qui sont très simples à obtenir. On va en utiliser un et on va défibriller notre patient à 200 joules. Comme le mythe leur prédit une énorme catastrophe, les Mythbusters ne prennent pas de risques. Pour ce test, ils vont laisser le mannequin en gel balistique et le défibrillateur maison de Grant seuls dans leur coin. On a pris des mesures de sécurité pour pouvoir effectuer ce test à distance. On a fixé les palettes au torse et Grant activera son appareil de l'extérieur du bunker. On va tout mettre en place et sortir du bunker pour faire ça à distance. Comme ça, en cas d'explosion, aucun d'entre nous ne sera tué. Beau programme. Seule ombre au tableau, il pleut des cordes. On a un petit problème, les amis. Un problème. Qu'y a-t-il? Il pleut sur mes transformateurs pour néon. C'est gênant. Un peu. Tu veux un parapluie? Quelque chose. Ça a vraiment l'air très dangereux. Assez, oui. Attendez, je débranche ça. C'est bon. C'est assez simple d'identifier le problème, mais beaucoup moins de le résoudre. Si ça explose, c'est mieux que d'être dans l'atelier. Des trompes d'eau, de grandes quantités d'électricité. Où est le danger? Le déluge est écarté. Grant assure qu'il n'y a plus aucun risque. N'oublie pas, va vers la lumière. D'accord. À plus tard. On se revoit de l'autre côté. C'est vrai qu'en général, l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Surtout l'électricité à haute tension. Mais tant qu'on prend de bonnes précautions, en étant sur un sol en caoutchouc et en vérifiant que rien n'est mouillé, ça devrait aller. Si vous regardiez un film, vous sauriez qu'une catastrophe va arriver. Mais là, on est dans Mythbusters. Une vraie émission dans la vraie vie. On teste le patch à la nitroglycérine. 200 joules dans 3, 2, 1. J'ai pas vu d'explosion. Pas d'arc électrique, rien. Rien. C'est la vraie vie, on obtient de vrais résultats. Dans ce cas-là, un gros tas de rien. On n'a pas eu d'explosion à 200 joules. On n'a qu'à passer à 360. On met le paquet. Ils essaient d'augmenter la puissance. Aucune explosion. Ils placent les palettes directement sur le patch. Ça a fait un arc électrique, des étincelles, mais pas d'incendie. Le problème, c'est que ça ne va pas enflammer le plastique sur les patchs. Avant, il y avait de l'aluminium dessus sur les anciens modèles. Là, ça pourrait prendre feu. Si c'est un meilleur conducteur, on a plus de chance. On peut en trouver un, non? Justement non, Tori. Ces anciens modèles ont été retirés de la circulation dans les années 80. Carrie va donc en fabriquer elle-même. C'est conducteur? J'allais justement te demander de le tester. Oh, regarde ça. C'est trop cool. Il y a sans doute des instructions strictes concernant le pistolet paralysant qu'utilise Tori. Quelque chose du genre « Ceci n'est pas un jouet, utilisé avec précaution. J'ai écrit mon nom. Gardez hors de portée des enfants. On n'arrive jamais à tourner un épisode sans que tu te blesses. Je pensais pas me blesser. Je pensais contrôler la situation. Carrie, Grant et Tori essaient de savoir si les défibrillateurs et la nitroglycérine
forment un cocktail explosif. Mais la météo n'est pas très clémente. Super, le niveau de l'eau a encore monté. L'inondation continue à l'extérieur et à l'intérieur du bunker. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir des tapis en caoutchouc quand ils sont trempés. Quels sont les risques? Essayez de ne pas mettre les pieds dans l'eau. C'est le premier jour de pluie de l'année. Et ça tombe pile le jour où on fait des expériences avec des explosifs et de l'électricité. 2000 volts. C'est un mélange inquiétant. De la nitroglycérine, des milliers de volts et des litres d'eau. Il y a une étincelle entre la vis et le bois. Bon, on arrête. Tori est de corvée de sèche-cheveux. Il doit s'assurer que tout est assez sec pour éviter les courts-circuits. Enfin, en théorie. J'ai de l'eau dans le dos. Inutile de préciser que vous ne devriez jamais essayer ça chez vous. Quelqu'un a un morceau de bois pour nous séparer au cas où. Ce qui pourrait leur arriver de moins dangereux en ce moment, c'est que les patchs en aluminium de Carrie explosent. 3, 2, 1. Tu as vu une étincelle? Non. Une explosion? Non. C'est pareil qu'avec les patchs actuels, même à haute tension et en plaçant l'aluminium vers le haut ou le bas. Pas de réaction. Même en plaçant les patchs extrêmement près, toujours pas d'explosion. Il y a eu une étincelle sur le patch, mais pas d'explosion. Pas d'explosion. Je ne pense pas que la dose de nitroglycérine soit assez importante pour qu'on obtienne une explosion. Ce mythe s'écroule, je vous le dis. Peut-être bien, mais ce n'est pas fini pour autant. Quand on lance les Mythbusters sur une histoire d'explosion, pas question qu'ils repartent bredouille. C'est une règle infaillible. Adam et Jamie s'emballent pour la vérification de certains mythes autour des radars fixes. Vous pouvez me déballer, éteignez cette caméra et aidez-moi. Jusqu'ici, pas moyen d'échapper à l'œil de lynx de ce radar ultra perfectionné. Mais jusqu'à quel point est-il sensible? Nous allons le voir avec le troisième mythe soumis par les téléspectateurs. J'ai entendu que ces radars étaient tellement sensibles qu'ils prendraient un oiseau en photo s'il passait devant. Je n'ai pas envie de me faire l'avocat du diable, mais je n'y crois pas trop. À mon avis, un oiseau est trop petit pour être détecté par le radar. Pour tester, il faudrait faire passer des oiseaux dressés devant ce radar. Un oiseau dressé très rapide alors. Voici deux oiseaux très rapides. Elle est un peu coiffée en pétard, mais ça passera. Ce sont deux faucons femelles, Strager et Falstaff, et leur maître, James Tigan, un fauconnier. On nous demande souvent à quelle vitesse ils vont. Lorsqu'ils plongent, le faucon pèlerin a été chronométré à 386 km/h. On en a observé plusieurs avec un accéléromètre et ils encaissent 18 G. Avec un CV comme... Mais comment leur donne-t-on des ordres? Tu vas tenir ce nœud et je vais placer ça comme ceci. Garde ça sur toi. N'aie pas l'air d'un idiot. Je suis un idiot. Hallucinant. De tous les animaux avec lesquels on a bossé dans cette émission, des putois aux poissons rouges en passant par les pieuvres, celui-ci est le plus génial. C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Même Jamie est impressionné. Les oiseaux ont tapé dans l'œil de Jamie et Adam, mais le radar les remarquera-t-il? Je ne pense pas qu'il va repérer l'oiseau. Ce n'est pas un appareil fait pour ça. Quand on sort la disquette du radar et qu'on regarde les plaques minéralogiques, on n'a pas envie de tomber sur une enfilade de photos d'oiseaux. Les concepteurs ont sûrement réfléchi à ça. Cet engin ne détecte sans doute pas les oiseaux. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je vais placer Kate, mon associé, sous le vent. C'est elle qui va lâcher l'oiseau et c'est moi qui l'appellerai. Il va faire un trajet normal dans la direction du vent. J'espère qu'il trouvera ses marques. C'est parti. Le radar est placé, prêt à prendre une photo. De son côté, le faucon est prêt à prendre son envol. Il va à environ 65 km/h. Le radar de Adam détecte l'oiseau à 65 km/h. Le radar est réglé pour se déclencher à partir de 16. Il allait à 65 km/h. Si le radar peut le détecter, il l'aura sûrement fait. Et comme c'était pile devant, ça devrait avoir marché. Alors,
On a une photo à 46 km/h. Le radar a photographié le faucon à 46 km/h, c'est-à-dire à une vitesse largement inférieure à celle relevée par Adam. Je doute d'une chose. Est-ce qu'il a agité l'appât? Oui, tu crois que tu as chopé l'appât? Je sais pas. C'est facile, on lui demande de s'éloigner pour que le radar ne le voie pas. On lui demande d'agiter l'appât sans l'oiseau. C'est plus simple, oui. Allons-y. Ok, moi je vais m'isoler. Pendant que Adam se retire avec humilité, les autres cherchent à savoir si c'est l'appât qui a déclenché le radar. Plus vite, plus vite! Mais même quand il remue à toute allure, le radar ne prend pas de photos. On a un relevé de la vitesse, mais ça ne prend pas de photo. C'est pas assez rapide pour que l'appareil se mette en marche. Par contre, l'oiseau allait assez vite. J'adore avoir tort. Pour en avoir le cœur net, Adam voudrait faire un dernier essai. Il a pris une photo. Tu l'as? Ouais. Génial! 2 sur 2 dans des tests avec animaux. C'est splendide. C'est un résultat très probant. Ce radar arrive à repérer des oiseaux. Très fort. Ce mythe est donc confirmé. Et une amende pour le faucon. Chopé à 65 km/h, ce chauffard vient de faire brutalement connaissance avec les forces de l'ordre. On va lui poser une toute petite plaque avec marqué dessus « Si vous lisez ça, c'est que vous êtes trop près ». Très beau boulot, ma jolie. Ce mythe est confirmé. Ce n'est pas recommandé de jouer avec l'électricité, surtout avec des explosifs à proximité. Jusqu'ici, les tentatives de Carrie, Tori et Grant de faire exploser des patchs médicaux à la nitroglycérine avec un défibrillateur électrique ont fait long feu. Rien du tout. Pas d'explosion. Étonnant. Ils veulent une explosion et que ça saute. On va mettre de côté cette histoire de nitroglycérine médicale. On va prendre des explosifs purs et durs. On va en mettre sur le mannequin et on va le défibriller à nouveau. Personne ne va jamais nous vendre de la nitroglycérine pure. On est sur toutes les listes noires. On devrait appeler Frank Doyle, notre ami ex-agent du FBI. Leur vieil ami Frank revient pour les aider à remplir cette mission. Pas très explosive pour le moment. C'est bien parti. L'accès à la nitroglycérine est très contrôlé. C'est une substance très dangereuse à transporter. C'est de la bonne. Oui. Frank a amené son ami James Crippen pour l'aider à obtenir un mélange bien raffiné, à partir d'un explosif à haute teneur en nitroglycérine. Avec ça, on devrait provoquer une explosion. Le meilleur moyen de faire exploser la nitroglycérine, c'est lors d'un impact. Pour voir si la substance apportée par Frank est à la hauteur, on fait appel au marteau automatique de Grant. On va faire un test avec la nitro lors d'un impact. C'est le premier test de la journée pour vérifier que la nitroglycérine fonctionne bien. On a branché le robot de Grant à une conduite d'air qu'il peut actionner à distance. On a une enclume, notre surface dure, de la nitro et une caméra grande vitesse pour voir ce qui se passe à distance, près de Grant et de son interrupteur. Vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'était pas une explosion. Ça a fait pouf. Comme un bouchon qui sautait. Y a-t-il eu explosion? Ça a touché sa cible. Il y a une odeur de fumée. Frank attend de voir le ralenti avant de se prononcer. Le marteau tombe et... C'est bien de la fumée. Super. Beau boulot, Frank. C'est bien ça qu'on cherche. C'est vraiment un bon explosif. La nitroglycérine de Frank explose bel et bien. Mais l'étincelle électrique d'un défibrillateur peut-elle provoquer une détonation? On apporte le torse fait de gel balistique et on place les palettes suffisamment près pour produire des étincelles. Verse une goutte là où les 2 palettes se toucheront. Les Mythbusters viennent de verser une goutte de nitroglycérine de la taille d'un patch sur la poitrine du mannequin. Cela suffira-t-il à déclencher une explosion? Si on a un bon arc électrique qui a un bon impact, ça devrait faire boum. Parfait, vous êtes prêts? Oui. Oui. On est à 360 joules, la puissance maximale. 3, 2,
1. J'ai vu une étincelle. Nous aussi. Aucune fumée. Pas d'explosion. Non. Si la nitro concentrée ne détonne pas au contact du défibrillateur, il n'y a aucune chance pour que des patchs sur la poitrine vous explosent dessus. C'est impossible. Encore un pétard mouillé. Si le défibrillateur ne fait pas exploser cette nitro pure, il ne fera jamais exploser un patch. Ce mythe est définitivement déclaré bidon. Vous en pensez quoi? Je sais pas trop. Il y a encore pas mal de nitroglycérine à l'endroit où les palettes se touchent. Et c'est mouillé en dessous. Il n'y a aucune trace de brûlure, aucun dégât qui serait dû à une explosion. Pourtant, on a reproduit toutes les conditions requises. Qu'est-ce qu'il nous reste? Franck? On veut une explosion! C'est le moment que Franck attendait. Le mythe étant officiellement bidon, il faut maintenant en reproduire les résultats. Comment un défibrillateur peut-il causer une explosion? Heureusement, Franck a préparé son coup. On va passer à un autre explosif qui va nous donner des résultats. Pas besoin d'en utiliser une grande quantité, mais notre ami gélifié va sûrement y passer. On peut remballer le défibrillateur de Grant. On pourra toujours faire un barbecue avec. Maintenant, Franck et ses amis préparent ce pauvre infortuné pour son dernier voyage. Tu as déjà joué au docteur? Oui, mais jamais avec un mannequin. On va faire une petite opération à cœur ouvert. On va insérer la nitro ici pour se débarrasser de ce qui nous reste et ajouter un petit quelque chose pour nous aider dans notre mission. Je vois ce que tu veux dire. Pour nous aider à soulager notre patient. J'ai bien compris. Cela fait plusieurs jours qu'ils électrocutent leur mannequin. Maintenant, ils vont enfin vraiment lui faire sa fête. Tout le monde à l'abri par mesure de sécurité. 3, 2, 1. Vous avez vu la table? C'était formidable. C'est ça que les patchs auraient dû faire. Génial. Ça, c'est une explosion. Le torse a été pulvérisé avec fracas. C'est magnifique. Il regarde son ventre. C'est une belle explosion. Quand un truc explose, on s'attend à trouver ce genre de débris carbonisés. Franck, tu nous as pas déçus, merci. Je crois qu'on te doit une table, par contre. On a fini par avoir notre explosion. Ouais, mais elle n'était pas due à la nitro. C'est grâce à nos fidèles artificiers. Si le défibrillateur n'a pas provoqué d'explosion en présence de nitroglycérine ultra concentrée, c'est-à-dire beaucoup plus que dans un patch à usage médical, c'est que ce mythe est complètement bidon. C'est bidon. Sans trop de surprise, ce mythe est bidon. De nos jours, ceux qui aiment foncer sur les routes ne doivent pas seulement faire attention aux voitures de police. Il est de plus en plus difficile d'échapper à l'œil infaillible des radars fixes. Adam et Jamie ont testé tous les mythes proposés par les téléspectateurs, tous sauf un, qu'ils vont maintenant examiner. J'ai une bonne nouvelle. On nous a trouvé une voiture très rapide. On va réessayer la méthode de la vitesse. Berner un radar en allant très vite? C'est ça. Génial! Quelle est la question suivante de Adam, à votre avis? Je peux conduire? Bien sûr. Dans la grande tradition de l'émission, Adam et Jamie vont s'investir à fond dans ce mythe. Le duel radar contre bolide va bientôt commencer. On est sur la piste d'Infineon. Et on va utiliser une bagnole qui a la niaque pour tenter de tromper le radar. Et une bagnole qui a la niaque. Une! Pour une raison inexplicable, le petit Adam a gagné le droit de piloter cette impressionnante bête. Berner le radar? Hein, quoi? Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça qu'on est là. Salut. Salut. Pour veiller sur Adam et sur la voiture, Marc, un pilote instructeur, sera à ses côtés. Tu crois qu'il y arrivera? Peut-être, on va bien voir. Adam ne s'était pas autant amusé depuis la dernière pleine lune.
J'ai trop envie d'y aller. Je suis inquiet, Adam. J'arrive pas à croire que je vais conduire ça. Moi non plus. Elle vaut combien? 280 000 $. 280 000? Ça va, c'est pas la mort. Ça y est, Adam saura quoi faire avec son argent pendant les 65 prochaines années. Je ne pense pas que ça marchera, même avec une voiture très rapide. Jamie est sceptique, mais s'il y a une voiture capable de tromper les radars, c'est bien celle-ci. Il dépasse un peu les 160 km/h. Ce n'est pas plus rapide qu'une voiture ordinaire. C'est tout ce que tu peux faire, Adam? Alors, il a une prune? Sans hésitation. Voilà la preuve. Je vois, il repasse. Même avec les encouragements de Marc, Accélère. 190, ce n'est pas suffisant. 164, il ralentit quand il passe ici. Comme Adam arrive en fin de ligne droite, il ralentit avant d'atteindre le radar. En approchant l'appareil de la ligne de départ, il sera flashé à pleine vitesse. C'est sa dernière chance. C'est qui tout double. 160, 193, 198. C'est son meilleur temps. Incroyable. Mais est-ce suffisant? Je l'ai chopé. Il faut aller plus vite que ça pour échapper à ce radar. Pour l'instant, le radar mène par 3-0. Il ne reste qu'une solution. Adam doit s'admettre vaincu et passer le volant à un pilote professionnel. Si lui n'y arrive pas, c'est que c'est infaisable. Dans une tentative désespérée de berner le radar fixe, Adam et Jamie ont confié les clés de leur bolide à Marc, qui est aussi pilote professionnel. S'il n'y arrive pas, personne ne peut y arriver. 193, 209, 204. Pour son premier passage, Marc ne bat pas le record de Adam de beaucoup. Que faire? 185, il va plus vite. 225, 219. Il a une amende. Même avec un pro au volant qui pousse la voiture à fond, 209, 225. c'est insuffisant pour tromper le radar fixe. Le radar fonctionne à la vitesse de la lumière. Une voiture, ça peut monter à 320 km/h à tout casser. C'est peine perdue. Il ne reste plus qu'à décevoir Adam avec délicatesse. On a fait combien? 225 km/h environ. C'était quand Marc conduisait? Oui. Et moi? 193 ou 198, je ne sais plus. C'est réglé. Si on n'y arrive pas avec cette voiture, c'est que c'est infaisable. Même si on va super vite. Enfin, à moins d'aller à Mach 1. C'est bidon. Mission accomplie. Rentrons. Pas si vite. Il me reste un tout petit truc à essayer. Ah bon? Oui. Un tout petit truc? Jamie fait son cachotier tout d'un coup. Je suis sûr que Jamie va sortir des sentiers battus. Il va sûrement tricher. J'ai une méthode simple et purement physique de berner le radar. Sans trucs, sans produits chimiques, sans film plastique. Fais-moi voir cette fameuse méthode, tricheur. Prêt? Les cache-plaques ont échoué, la voiture ordinaire a échoué, la vitesse pure aussi. Après cette succession d'échecs, comment Jamie peut-il espérer réussir? Bravo! J'avais dit qu'il tricherait. Comment a-t-il fait? Vous vous souvenez, au début de l'émission, quand Jamie a percé un trou dans le pare-choc de la voiture? C'était pour installer une bonne vieille plaque d'immatriculation tournante, comme dans les films d'espionnage. C'est un actionneur rotatif à air comprimé. On injecte de l'air et ça tourne.
C'est nickel, bravo. Il y a un interrupteur. Tu te prendrais quand même une amende. À mon avis, c'est encore plus grave qu'un excès de vitesse. Tu irais en tôle. C'est la vie. Bien joué, Speedy Gonzales. Allez, on rentre. Remets la bonne plaque, hein. D'accord. Le radar fixe reste invaincu. Ce mythe est bidon. Mythbuster n'en a pas terminé avec nous. Adam et Jamie reviennent après la pause. Cette fois, ils vont gonfler un canot pneumatique à l'hélium pour le transformer en tapis volant gonflé.